Bonjour à tous. Voilà, bienvenue à cette nouvelle conférence du think tank Ange. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Attal, Ignacio Attal. Alors, je vais le présenter rapidement, mais il y aurait vraiment beaucoup à dire parce que Monsieur Attal a un CV absolument extraordinaire. Donc, Monsieur Attal est ingénieur diplômé de l'école polytechnique. Il est aussi docteur en épidémiologie de l'université Paris-Descartes. Il est à l'heure actuelle postdoctorant et chercheur au CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, membre du comité d'éthique sur les données en éducation du ministère de l'Éducation nationale, et il va nous parler aujourd'hui des professeurs-chercheurs. Le titre de son intervention est Professeurs-chercheurs, réponse collective face aux défis de l'éducation. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment beaucoup, à la fois dans le projet Ange, mais aussi dans tous les organismes auxquels appartiennent les participants de ce webinaire. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet qu'on mène au CRI qui s'appelle Prof Chercheur, et c'est un projet qui, dans le but est mettre en place une démarche pour apporter une réponse collective aux défis de l'éducation. Donc, et très rapidement, depuis que je suis petit, et j'avais envie d'être prof. Et pourquoi j'avais envie d'être prof? Parce que j'ai toujours beaucoup aimé les maths, et j'admirais mes profs de maths qui me aidaient à aller vraiment beaucoup plus loin, et qui m'aidaient à nourrir ma passion dans les maths. Aussi, j'ai toujours détesté l'histoire géo, mais j'ai admiré quelques profs qui m'ont fait par moments adorer l'histoire géo. Donc, bon, j'ai une admiration pour le métier d'enseignant qui a toujours porté pour moi une envie et de travailler en tant que prof. Et, mais par contre, au moment de faire mon choix d'études, et comme malheureusement le métier de prof n'est pas très bien vu dans cette société, et mes parents et même mes profs m'ont dit, bah, mieux vaut que tu étudies pour devenir ingénieur, et ensuite tu deviendras prof. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des études d'ingénieur en France, où j'ai eu la chance et pendant mon cursus d'ingénieur, d'une part, d'intégrer un système qui s'appelle la main à la pâte. Et c'est un système pour accompagner des enseignants du primaire à enseigner les sciences avec une démarche scientifique. Et donc, ils mettent des étudiants d'école d'ingénieurs dans des classes d'école primaire, et ils demandent à ces étudiants d'école d'ingénieurs d'accompagner les enseignants à mettre en place une pédagogie pour les sciences qui soit basée sur, c'est encore une pédagogie de projet ou bien une pédagogie par l'expérimentation. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que, en fait, l'éducation donc déjà que les enjeux de l'éducation en école primaire, c'est des enjeux vraiment majeurs, et que, d'une part, et que les difficultés, les inégalités sociales peuvent se mesurer déjà à ce stade-là. Deuxièmement, que le métier d'enseignant est extrêmement difficile, que le nombre de paramètres de choses qu'un enseignant doit faire dans sa classe est énorme, le nombre de choix qu'un enseignant doit faire dans sa classe est vraiment grand, qu'il est très difficile de savoir si ce que fait un enseignant marche ou ne marche pas. Et pour lui, c'est très, très difficile aussi d'évaluer si ce qu'il est en train de faire marche ou marche pas. Et aussi que les enseignants sont très isolés et un peu délaissés, un peu abandonnés dans le terrain. On leur dit, voilà, faites ce que vous pouvez, et il manque d'un appui, et j'ai eu cette sensation qu'il manquait d'un appui réel à leur métier. Donc, en me posant ces questions, après, après vouloir devenir enseignant, j'ai voulu aider les enseignants, mais la grande question, c'était comment savoir si quelque chose en place pour aider les enseignants marche ou marche pas. Donc, là, pendant mon cursus à l'école d'ingénieur, j'ai été aiguillé par des chercheurs à l'école où j'étudiais vers la médecine,
où en fait en médecine, il y a, depuis des décennies, il y a un système de recherche qui s'appelle la recherche basée sur les données probantes, qui travaille sur cette question de comment est-ce qu'on peut nourrir la pratique de résultats de la recherche sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, pas uniquement sur des médicaments, bien sûr, mais aussi sur des interventions qui sont bien plus complexes que les médicaments, par exemple les interventions psychologiques et des interventions de organisation de l'hôpital. Donc, comment on sait si une telle organisation versus une telle autre organisation de l'hôpital marche ou marche pas. Et en fait, en médecine, ça fait des décennies qu'il y a une méthodologie de recherche qui est mise en place et pour essayer d'apporter des réponses à ces questions-là et pour aussi voir comment ces réponses peuvent, autant que possible, nourrir la pratique. Et donc, et du coup, j'ai fait une thèse aux hôpitaux publics de Paris ainsi qu'à la collaboration Cochrane, qui est un laboratoire c'est qui est une équipe internationale qui se charge de ces questions-là, de comment en médecine on arrive à produire de la connaissance sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et comment on arrive à traduire ces connaissances sur le terrain. Donc, depuis un an, j'ai rejoint le CRI où en fait j'ai fait un donc, le de recherche interdisciplinaire à Paris et où j'ai fait un saut. Disons, l'idée c'était de comment est-ce que je peux apporter d'une part ma motivation pour travailler, pour améliorer l'éducation, ainsi que les méthodes du monde de la médecine sur comment est-ce qu'on peut décider si quelque chose qu'on fait marche ou marche pas. Comment est-ce que je peux essayer de traduire ça? Quelle analogie je peux faire dans le monde de l'éducation? Donc, du coup, c'est le projet prof-chercheur. Donc, aujourd'hui, je suis chef d'une équipe qui s'appelle Teachers as Researchers au CRI, dans lequel on met en place ce projet chercheur dont je vais vous parler. Donc, juste quelques éléments de contexte. Et donc, je suis désolé, les slides sont en anglais parce que bon, j'ai pas vraiment eu le temps de tout traduire. Et le début des slides sont en anglais et après c'est en français, donc, mais j'expliquerai le tout en français. Et à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les écrire sur le document collaboratif, sur le chat aussi, ou bien à me les poser. Et directement. Donc, et d'abord, d'abord, bon, pourquoi les enseignants, pourquoi c'est important les enseignants? Donc, la recherche montre que et, un des facteurs qui a la plus grande influence sur la progression d'un élève, et en plus de quel milieu socio-économique il vient, en plus de ses connaissances initiales et en plus de son genre, et en plus de l'école à laquelle il va, c'est le prof qu'il a. Donc en fait, et ce qu'on appelle le teacher effect, l'effet maître. Et si on a, disons, la chance d'avoir un bon prof, on peut gagner 2 ans d'études en une année de scolarité. Et du coup, le prof peut vraiment jouer un rôle pivot dans le développement des élèves. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que fait qu'un bon prof. Et donc, et les enseignants qui ont un fort effet maître, ce n'est pas vraiment par leur expérience ni par leur éducation a priori, et qui fait qu'ils aient un grand effet maître. En gros, quelque chose comme ça, c'est que a priori, c'est plus le développement professionnel des enseignants qui fait effet maître, plus que la formation initiale. Donc, et par rapport au développement professionnel, ce que suggère la recherche, c'est que, d'une part, les pratiques de type top-down, du type on dit aux profs comment il faut enseigner, et ça n'a pas trop d'effet sur l'effet maître. Par contre, toutes les pratiques qui sont de type réflexive et collaborative, c'est-à-dire inviter les enseignants à réfléchir sur leurs propres pratiques et à collaborer par rapport à cela, ce sont les méthodes de formation continue qui, a priori, en tout cas ce que dit la recherche qui est très partielle sur le domaine, suggèrent
que ça a le plus d'effet sur la formation des enseignants et sur l'effet chez les étudiants. Donc, ce qui voudrait dire en d'autres termes, c'est un peu triste à dire, mais en fait, on ne sait pas trop comment former un prof autre que de lui dire, bah, va dans le terrain, expérimente dans ta classe, vois ce qui marche et ce qui ne marche pas et apprends comme cela. Et au mieux, partage avec des collègues. Donc, juste un petit élément par ce terme de réflexivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une posture réflexive vis-à-vis des pratiques? Donc, être réflexif vis-à-vis des pratiques, c'est-à-dire de réussir à expliciter quels sont mes objectifs pédagogiques ou quels sont mes objectifs éducationnels, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces objectifs pédagogiques ou éducationnels, quels sont les résultats que j'observe de cela, et quelles sont les leçons que j'ai apprises de ça, comment je vais modifier mes pratiques par rapport à cela, comment je vais avancer par rapport à cela, et tout ceci dans mon contexte particulier de ma vie professionnelle, de ma classe, de mes élèves, de mon école, de ma vie personnelle, etc. Donc ça, c'est la réflexivité. Donc, pour, euh, pour former les profs, une façon qui a beaucoup de chances d'apporter de l'information positive, disons, aux enseignants, c'est de les accompagner à être réflexifs, c'est-à-dire de les accompagner à avoir cette démarche de qu'est-ce que je mets en place, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je mets en place dans ma classe, quels sont les résultats que j'observe et qu'est-ce que j'ai appris par rapport à cela. Et en fait, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on n'arrive pas à dire aux enseignants et on n'arrive pas à leur dire a priori, bah, il faut enseigner comme ceci, c'est ça qui marche et c'est ça qui marche pas. Mais en fait, on peut leur dire, toi, dans ta classe, tu peux, en testant des choses, identifier qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas en fonction de ton contexte particulier. Et en fait, cet apprentissage individuel qui s'est fait au sein de chaque classe est est une source extrêmement riche disons, de évidence ou de données probantes à l'échelle micro, disons, de ce qui marche et ce qui marche pas. Et si on pouvait collecter tous ces apprentissages individuels des enseignants, de chacun, qu'est-ce qu'il met en place, qu'est-ce qu'il apprend de cela, et qu'on arrive à les collecter d'une façon à ce qu'on puisse les agréger, il serait peut-être possible de créer disons, une base de données très riche et contextuelle de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ensuite, j'ai dit donc la réflexivité et la collaboration. Donc, comment la collaboration peut entrer dans le processus de réflexivité. On peut par exemple avoir plusieurs enseignants qui ont des objectifs communs. Donc, en gros, on a tous l'objectif de enseigner je sais pas, enseigner les maths par le jeu. Et du coup, pour cela, il y a plusieurs types d'actions différentes qu'on peut mettre en place dans notre classe pour enseigner les maths par le jeu. Donc déjà, ça peut être une façon collaborative de mettre en place un processus réflexif, c'est on a un même objectif et on met en place des actions différentes, chacun dans son contexte particulier. Une autre façon de le faire, c'est, par exemple, je suis un chercheur ou un enseignant et j'ai créé une mallette pédagogique pour enseigner les maths par le jeu. Et du coup, je vais les donner à tous les enseignants. Et du coup, on va avoir une action commune qui est cette mallette pédagogique pour enseigner les maths par le jeu. Et ensuite, on va partager quels sont les résultats qu'on a observés. D'autres façons d'avoir une collaboration, une réflexivité collaborative, c'est de se dire, bah, en fait, on a un même contexte, on est dans la même école. Du coup, on travaille ensemble, même si chacun a des objectifs différents, si chacun met en place des actions différentes, on a le même contexte. Et puis, une autre façon d'avoir une réflexivité collaborative, c'est en fait de mettre ensemble des enseignants qui chacun a des objectifs différents, des contextes différents, des actions différentes, mais juste les faire partager chacun sur quelles sont les leçons qu'ils ont appris, quels sont leurs apprentissages vis-à-vis de leur propre pratique. Donc, il existe ça. Donc, ce que je présente là, c'est pas du tout nouveau. Et le type les modèles pour accompagner les enseignants à avoir une posture réflexive et collaborative,
existe depuis des décennies. Donc, en particulier, il y a la recherche-action, il y a ce qu'on appelle la teaching research, il y a même un mouvement qui s'appelle le Teachers as Researchers, donc c'est pas moi qui ai inventé ce terme. Il y a aussi les communautés de pratique professionnelles et les lesson studies au Japon. Donc, c'est quelque chose qui est déjà très, très connu. Mais malheureusement, peu de ces méthodes. Donc, il est rare. Donc, on est en train de mettre en place en ce moment une revue systématique de la littérature de ces méthodes-là pour essayer de montrer qu'en fait, peu de ces méthodes sont réplicables. C'est-à-dire, s'il y a des gens dans une école qui ont mis en place une méthode collaborative et réflexive dans leur école ou dans leur lieu de travail ou entre collègues, il est très difficile de faire la même chose qu'ils ont fait. Il est très difficile de se réunir et suivre un peu les mêmes étapes pour réfléchir ensemble. Il y en a peu aussi qui soient facilement passables à l'échelle, c'est-à-dire peu de méthodes qui permettent de faire que le travail fait par un petit groupe puisse être aussi fait par un très grand groupe d'enseignants. Et, et là, pour le coup, je pense qu'il n'y en a aucune moi j'ai vu et, qui permettent de, en même temps qu'on invite les enseignants à devenir réflexifs sur leurs propres pratiques, de façon collaborative, on puisse en même temps collecter les données dans le contexte de chacun, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, on a mis en place, en ayant ça en tête, on a mis en place ce qu'on appelle les ateliers prof-chercheurs ou le dispositif prof-chercheur ou le workflow prof-chercheur. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner des groupes d'enseignants à, à avoir une réflexivité collaborative par rapport à leurs propres pratiques qui permettent d'une part d'accumuler en fait ces connaissances du terrain donc c'est accumuler ces apprentissages individuels du terrain et qui en plus permet de créer une communauté d'enseignants et qui soient engagés et qui puissent passer à l'échelle. Donc, quelle est la philosophie derrière ça? C'est ce qu'on appelle les sciences participatives de l'éducation, en fait, ou les citizen science of education. Donc, c'est en fait l'enseignement et l'apprentissage, ça se passe tous les jours. Et tous les jours et partout pour tout enfant. Donc, tous les enfants, ils vont à l'école. Bon, aujourd'hui, ils vont plus trop à l'école à cause du confinement, mais en temps normal, tous les jours, des enfants vont à l'école. Ou en tout cas, tous les jours, des enfants sont en contact avec leurs enseignants et les enseignants leur enseignent. Et ça, partout dans le monde. Et en fait, chaque enseignant, il pourrait être vu comme un mini-chercheur en sciences de l'éducation si on tenait en compte, si on donnait valeur à ces expérimentations qu'il met en place dans sa propre classe. Et chaque classe aussi pourrait être vue un peu comme un laboratoire de recherche vivant pour les sciences de l'éducation. Et en fait, si on accompagne les enseignants à partager de façon ouverte et structurée ce qu'ils font dans leur classe ou ce qu'ils font avec leurs élèves, les résultats qu'ils observent, et ce collectif pourrait devenir on pourrait passer d'un enseignant individuel isolé dans sa classe qui réinvente la roue vers un collectif d'enseignants qui ensemble arrivent à accumuler de la connaissance et arrivent à faire face à des nouveaux défis. Donc, et, les ateliers prof-chercheurs, en fait, c'est un accompagnement tout au long de l'année dans lequel on accompagne des enseignants, mais aussi d'autres acteurs du système de l'éducation. Donc, en France, le terme, c'est conseiller pédagogique ou inspecteur d'académie ou de circonscription. Et à, à gagner étape par étape une posture scientifique et collective vis-à-vis de leur expérimentation éducationnelle du quotidien. Donc, posture scientifique, donc l'idée c'est de les accompagner à suivre une posture réflexive, mais collaborative. Donc, et collaborative, on essaie de faire une collaboration qui soit la plus large, la plus grande possible. Donc, d'une part, on invite le collectif à avoir des objectifs communs. En gros, on invite
toutes les personnes qui participent à ces ateliers, on leur dit, OK, on a des objectifs communs. Quels sont ces objectifs? Et ensuite, on met en place des actions qu'aussi on met dans le commun. Donc, et peut-être moi, je fais pour, disons, pour enseigner les mathématiques par le jeu. Peut-être que je mets en place, j'utilise cette mallette, mais aussi j'utilise cet outil et aussi j'utilise ce jeu-là. Donc, au lieu de dire que mon action, c'est de faire les trois, je dis en fait, mon action, c'est trois mini-actions. Et en fait, ces actions-là, c'est des actions qui entrent dans le commun et c'est des actions qui peuvent être réutilisées par d'autres, puisque quelqu'un d'autre qui a envie aussi d'enseigner les mathématiques par le jeu, peut-être va pas vouloir faire ces trois actions ensemble, mais va vouloir en faire juste une de celles-là. Ensuite, on crée des indicateurs communs, c'est-à-dire des indicateurs de réussite communs. Donc, comment est-ce que des actions communes pour faire face à des objectifs communs, quels sont les critères de réussite pour savoir si nos actions marchent ou ne marchent pas? Et ensuite, on extrait des résultats. Donc, chacun partage des résultats qui sont dépendants du contexte. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma classe? Très spécifiquement, quels sont les détails de ma mise en place et qu'est-ce que j'ai observé dans ma classe comme résultat. Et puis finalement, ça vient nourrir un collectif avec lequel on met en place des analyses communes. Donc, je vais vous montrer après étape par étape et précisément comment ça se passe. Et juste pour information, donc c'est un dispositif qu'on a mis en place donc on a commencé à mettre ça en place depuis septembre 2019. Et en fait, avec la crise du coronavirus, on s'est vu confronté au fait que les objectifs des enseignants ont changé du jour au lendemain. Et les actions à mettre donc en particulier, c'était comment gérer le confinement, comment gérer l'éducation à distance. Les éducations pour faire face à ces objectifs ont aussi changé du jour au lendemain. Du coup, là, maintenant, ce que je vais vous présenter, donc, en fait, du coup, on avait une méthodologie de travail. Et pour inviter un collectif à faire face à des défis communs. Et en fait, du coup, le jour où le confinement a été annoncé, on a lancé un appel ouvert à des enseignants et à d'autres membres du système d'éducation à rejoindre ce collectif qui avait déjà une méthodologie commune. Donc, les résultats que je vais vous présenter correspondent plus du coup, à ce qu'on a fait depuis le début de la crise de coronavirus. Donc, et ce qu'on fait, c'est des réunions hebdomadaires. Donc, on fait ça tous les mercredis. Demain, on en a deux. Donc, on fait deux réunions, les mercredis à 10h et à 15h, heure française, dans lequel l'objectif, c'est en gros, c'est de partager quels sont les nouveaux objectifs, quelles sont les nouvelles actions qu'on met en place pour faire face à ces objectifs, pour faire face à ces défis ou objectifs, quels sont les résultats observés, et pour aussi conduire de nouvelles analyses. La plupart du travail se fait par l'écrit. Donc, on invite les enseignants par l'écrit à devenir réflexifs par rapport à leurs objectifs, par rapport à leurs actions, par rapport à leur contexte, et ceci dans des documents collaboratifs qui sont semi-structurés et qui sont en ligne. Donc, un document qui ressemble un peu au document que je vous ai mis et que je remets ici dans le chat, et qui est le document sur lequel je vous invite à partager des questions et si vous avez. Les écrits aussi sont peer reviewés, donc on invite sont reviewés par les pairs. Donc on invite aussi les enseignants à relire le texte écrit par un autre enseignant de façon, donc c'est ce qu'on appelle une révision par les pairs bienveillante. On invite les enseignants à relire ce qui a été écrit par les autres pour apporter des commentaires, pour demander des précisions. Pas pour juger si ce qui est fait marche ou marche pas, mais plus pour dire ici, j'ai pas trop bien compris, est-ce que tu peux apporter des précisions? Nos réunions sont ouvertes à tout le monde qui veut rejoindre cette démarche de prof-chercheur. Et pendant nos réunions, on a un système qui est horizontal à travers les différents acteurs du système de l'éducation, c'est-à-dire que on a tous des défis communs. On a un grand défi commun, c'est d'améliorer l'éducation. Et après, chacun à son niveau met en place des actions différentes, mais on a tout à gagner si on partage tout cela et on fait tout ce chemin ensemble. Donc,
Pour vous montrer, donc le document collaboratif sur lequel on travaille ressemble à ça. Donc en gros, on a une liste de défis dans lequel, donc ça c'est quelques des défis qui sont liés au confinement et dans lequel c'est des défis communs. Donc à chaque réunion qu'on fait le mercredi, on fait un tour de table et on demande aux gens bon, de prendre connaissance de la liste de défis, bien sûr, et deuxièmement, de proposer s'ils ont un nouveau défi à ajouter à la liste. Les défis sont si possible spécifiques. Donc en gros, il faut que ça reste quelque chose qui soit assez spécifique et assez ciblé, pas trop large. S'il est beaucoup trop large, on essaie autant que possible aussi de le subdiviser en défis plus spécifiques. Ensuite, on a des défis qu'on appelle des défis en cours, donc c'est-à-dire les défis pour lesquels on est déjà en train de mettre en place des choses et du coup, on a déjà une idée si ce qu'on met en place marche ou marche pas. Et on a aussi des défis à venir sur lesquels on a un certain temps et sur lequel il nous reste encore et peut-être quelques semaines avant de mettre ça en place. Donc, on peut s'organiser, on peut planifier ensemble qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire face à ces défis. Ensuite, pour chaque défi, on a un certain nombre d'actions. Donc, pour un défi donné, on peut avoir plusieurs actions pour faire face à ce défi-là. Donc, par exemple, ici, on a comme un défi, c'est comment est-ce que, au début du confinement, un défi, c'était de pouvoir communiquer avec tous les parents de la classe. Donc, pour cela, il y a eu différents types d'actions. L'utilisation d'espaces numériques de travail, la création d'un blog, l'utilisation d'un Padlet et recherche de relais auprès d'acteurs de quartier et faire des visioconférences avec les parents en utilisant Zoom. Donc, pour chaque défi donné, en fait, chaque participant peut ajouter de nouvelles actions. Donc, sur ce document collaboratif, n'importe quel participant peut venir apporter une nouvelle action. Et en fait, on invite les participants à décrire les actions de façon à être le plus spécifique possible pour que n'importe qui puisse s'en emparer. Donc, par exemple, et, et autant que possible qu'elle ne soit pas liée au contexte personnel. Donc, par exemple, je peux dire, pour comment communiquer avec tous les parents de la classe, peut-être que moi, je vais utiliser un blog et aussi faire des conférences Zoom et aussi utiliser un espace numérique de travail. Donc, ces trois actions-là, elles sont distinctes parce que peut-être quelqu'un d'autre va juste utiliser un blog, quelqu'un d'autre va juste utiliser Zoom, etc. Donc, en gros, c'est des actions, c'est des petits modules d'action qui peuvent être autant que possible, que n'importe qui peut s'en emparer aussi facilement que possible. Ensuite, pour chaque, donc, on a des défis communs, on a ensuite des actions qui sont communes, et finalement, on a des retours d'expérience qui sont contextualisés. Donc, en gros, pour chaque défi, on a une action, et en fait, il y a plusieurs enseignants ou plusieurs acteurs qui ont mis en place cette action et qui peuvent avoir une idée si ce qu'ils ont fait marche ou marche pas dans leur contexte particulier. Du coup, pour les défis en cours, chaque participant peut partager son retour d'expérience. Donc, d'une part, apporter quel est son contexte, aussi quels sont les détails de mise en place, parce que, donc, par exemple, et organiser des visioconférences par Zoom avec les parents, et il y a plein de façons différentes de le mettre en place. Ça dépend des parents, ça dépend du prof, etc. Peut-être que c'est hebdomadaire ou toutes les 2 semaines. Donc, détails détails de mise en place. Et ensuite, résultats observés et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On incite autant que possible aux participants d'apporter ces retours d'expérience qui soient de façon spécifique. Donc, du coup, la démarche, donc, à ce stade, donc, juste pour vous dire, l'idée c'est aujourd'hui, par exemple, par rapport à la crise de coronavirus, en tant qu'enseignant, disons, j'ai mis en place plein de choses pour faire face à ce grand défi de l'éducation à distance, etc. Si je veux partager ce que j'ai fait, il y a deux options. Soit j'écris un énorme pavé, donc j'écris un grand texte ou un mail énorme ou un document dans lequel je décris quel a été mon plan d'action et ensuite je décris tous les résultats. Et auquel cas, si on a, disons, 120 et 1000 de textes comme ça,
en fait, il est très difficile de voir quelles sont les choses en commun entre ces textes-là. Et l'autre option, en fait, c'est de suivre cette démarche dans laquelle on se dit, en fait, on met dans le commun des défis, on met aussi dans l'espace commun des actions, et ensuite nos retours d'expérience, c'est vraiment des choses très précises et contextualisées. Comme ça, en fait, du coup, un enseignant qui participe dans cette démarche-là, son grand pavé où il va décrire toute son histoire et tout ce qu'il a mis en place, en fait, ça va se morceler et il va venir apporter des petits éléments dans différentes parties de ce grand document collaboratif dans lequel il y a à ce jour une trentaine de défis, il y a plus de 70 actions différentes et du coup, et aujourd'hui, on a plus de 100 retours d'expérience contextualisés. Donc, on incite autant que possible aux participants en fait, de faire que le retour d'expérience soit pas juste un élément unique, mais soit une petite pierre qui vient s'ajouter à un édifice. Donc, si quelqu'un a déjà apporté s'il y a déjà deux, trois retours d'expérience pour une action donnée, moi aussi, je peux apporter mon retour d'expérience parce que, peut-être le contexte n'est pas exactement le même. Peut-être je n'ai pas observé exactement le même. Et si j'ai observé exactement les mêmes choses, j'ai tout intérêt je peux aussi apporter mon retour d'expérience juste pour confirmer, pour dire oui, en effet, moi aussi j'ai observé ceci, c'est super. Donc, quand on a un certain nombre de retours d'expérience pour une action donnée, on a ce qu'on appelle un travail de synthèse. Donc là, on a dit quand on a plus de 3 de retours d'expérience pour une même action, en fait, on fait une production d'une vision d'ensemble dans laquelle on invite, c'est aussi les enseignants qui font ce travail, ou les participants au collectif qui font ce travail-là, de relire tous les retours d'expérience pour une action donnée et aller identifier dans chaque retour d'expérience et quels sont les contextes dans lesquels ça a été utilisé et dans quelle discipline ça a été mis en place, quels sont les types de mis en place côté enseignant, côté élève, et quels sont les résultats positifs et négatifs côté enseignant, côté élève. Donc en fait, c'est un travail on pourrait dire que c'est une méta-analyse, pour reprendre un terme utilisé souvent en médecine, ou en gros une analyse de ces récits contextualisés pour avoir un peu une vision d'ensemble sur globalement cette action-là, à quel point elle permet de faire face à ce défi-là, et surtout les résultats qu'on donne. Donc, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? C'est basé sur quoi? C'est basé sur quel type de contexte, avec formation côté enseignant, côté élève, et quelles sont les données manquantes. C'est-à-dire, si demain, j'invite quelqu'un à apporter aussi son retour d'expérience, et qu'est-ce qu'il faut qu'il apporte comme information pour venir nourrir les données qui nous manquent? Est-ce que cette action elle peut s'utiliser à tous les niveaux, pour les enfants de 6 ans, mais aussi pour les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ou même plus grands? En plus, pendant ce travail de synthèse, du coup, ce qui est fait, c'est que les participants vont relire les différents retours d'expérience et vont extraire les données pour venir compléter un tableau structuré. Quand ils extraient les données, des fois, ils vont se rendre compte qu'il y a des données qui manquent. C'est-à-dire qu'il y a des informations dans le retour d'expérience qui ne sont pas précisées. Du coup, ce qui est fait par les personnes qui mettent en place ces résumés, c'est qu'ils commentent, ils posent des questions aux personnes qui ont apporté ces retours d'expérience. Donc, ils disent, est-ce que tu peux apporter des précisions? Tu as fait ça dans quelle classe? Comment tu as mis ça en place avec les élèves? Quelles consignes as-tu donné aux parents pour mettre en place ça? Et du coup, ensuite, du coup, c'est un système de rétroaction sur les retours d'expérience par commentaire qui permet d'améliorer ses commentaires. Donc, quand quelqu'un revient voir les retours d'expérience qu'il a partagés, il pourra voir ces commentaires qui ont été posés par d'autres pour venir apporter les précisions nécessaires. Donc, là, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place que maintenant. Donc, on a aussi ce qu'on appelle les défis à venir. Donc, le défi à venir en ce moment, c'est le déconfinement. Donc, comment on va mettre en place le retour progressif à l'école? Donc, en France, à partir de lundi prochain, il y aura un certain nombre d'étudiants en école primaire qui vont venir à l'école.
comment est-ce qu'on peut gérer les gestes barrières avec les élèves, comment on peut organiser l'école et comment on va gérer le moment de la sortie des élèves. Bref, il y a un tas de questions, il y a un tas de défis. Et c'est des défis pour lesquels on ne sait pas encore si ce qu'on met en place marche ou marche pas, mais on peut avoir une idée a priori et on peut essayer de éliciter quels seraient nos critères de réussite a priori et nos justifications, comment est-ce qu'on sait si ce qu'on va mettre en place marche ou marche pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement la même démarche, on a des actions communes, mais au lieu de demander des résultats observés, des retours d'expérience, on demande des résultats attendus. Donc, dans ton contexte, comment tu veux mettre en place cette action-là et selon toi, quels seraient les critères de réussite pour dire si ce que tu fais marche ou marche pas et aussi de points de vigilance. Ensuite, à partir de ça, on crée des indicateurs communs. Donc, en gros, l'idée, c'est à partir des résultats attendus, ça va être de identifier des indicateurs de réussite communs à toutes les actions d'un défi donné. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'en fait, c'est demain la première fois qu'on va le tester. Donc malheureusement, j'ai pas de résultats ou en tout cas de méthodologie exacte à vous présenter sur ça. Mais l'idée, ça va être de créer des indicateurs et ensuite intégrer ces indicateurs. Donc ça va être des indicateurs quantitatifs et ensuite intégrer ces indicateurs quantitatifs d'une part dans les retours d'expérience ainsi que dans les synthèses. Donc, pour ces actions, quand ces défis, le défi du déconfinement va devenir un défi en cours, on va inviter les participants à, quand ils donneront leur retour d'expérience, en plus de dire quels sont les résultats positifs et négatifs avec du texte, on va aussi leur demander d'apporter les indicateurs quantitatifs qui ont été produits par le collectif dans ce travail en amont. Donc, nous avons aujourd'hui, donc tout ce travail collaboratif se passe sur un même document collaboratif en ligne. Donc c'est un document qui aujourd'hui il fait 500 pages, c'est vraiment énorme, et dans lequel il y a beaucoup dans lequel, bref, ça devient difficile à naviguer dessus. Du coup, on a mis en place un site internet que je vous invite à découvrir. Le lien il est sur la slide, profchercheur.cri-paris.org, dans lequel vous pourrez découvrir les défis en cours, les défis à venir, les différentes synthèses, aussi une description de la démarche telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui. L'onglet contribuer, malheureusement, il n'est pas encore vraiment à jour. Il y a juste mon adresse mail, mais c'est déjà ça. Si les gens entrent en contact avec moi, c'est pas mal. Et, et ensuite, donc, et aussi l'onglet recherche où on est en train essayer de mettre en place des protocoles de recherche pour expliciter tout cela. Aussi, on a un onglet, donc je vous ping un peu, on a un onglet Frequently Asked Questions ou questions-réponses qui est à ce jour vide. Et en fait, j'espère, grâce à vos questions et à réponses, réussir à commencer à le remplir. Donc, à ce jour, nous avons déjà fait 22 heures de visioconférence. En tout, il y a eu, en tout cas, ça c'était hier, mais je sais que ce matin, il y a eu de nouvelles personnes qui ont contribué. Il y a eu 42 contributeurs. Les contributeurs, ils sont répartis un peu partout en France, dans des coins que je connais même pas et j'y ai jamais été, mais je suis heureux de voir que les personnes participent. Et il y a en tout 21 défis en cours et 13 défis à venir. Il y a plus de 100 retours d'expérience pour 73 actions partagées. On a 6 synthèses. Et donc, principalement, c'est des enseignants du primaire, mais aussi aujourd'hui, on a de plus en plus d'enseignants secondaires, des conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, de directeurs d'école qui participent à cette démarche-là. Et donc la suite, donc désolé, c'est une grande slide avec plein de choses, c'est ce que j'ai écrit juste avant de commencer la présentation. Donc d'une part, c'est la méthodologie pour la création d'indicateurs qui va être faite entre aujourd'hui et demain, et ainsi que les outils pour produire des synthèses avec des indicateurs quantitatifs. Et finalement, ensuite, l'idée, c'est essayer de créer, de mettre en place des outils pour faciliter le fait que n'importe qui, sans devoir vraiment aller sur le document collaboratif, puisse proposer un nouveau défi, une nouvelle action ou apporter son retour d'expérience.
Aussi, on cherche à faire que le dispositif passe à l'échelle. Donc, on a une démarche pour ces temps de visioconférence. Ils suivent tous exactement la même démarche. Et cette démarche, elle est aussi en cours d'explicitation. L'idée, et donc la question, c'est comment on peut faciliter que d'autres personnes au niveau de sous-communautés puissent aussi animer des collectifs qui mettent en place cette démarche pour faire face à leurs défis localement, mais aussi puissent alimenter cette base de données collective dans laquelle on a en fait un collectif de personnes qui sont un peu partout en France et peut-être demain partout dans la planète, qui ont en fait des objectifs communs, ils ont juste des contextes différents et du coup c'est normal qu'ils... Et du coup, l'idée c'est essayer de les inviter à apporter ces éléments-là. On est en train aussi de mettre en place des systèmes pour inclure des chercheurs en sciences de l'éducation, mais aussi en psychologie, en sciences cognitives, en neurosciences dans la boucle, particulièrement pour la création d'indicateurs et pour l'analyse des données. Donc, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est sur les effets psychologiques adverses du confinement et comment pallier aux conséquences psychologiques du confinement. Et l'idée, ce serait essayer de travailler avec des chercheurs pour identifier, par exemple, des questions simples à poser aux élèves pour essayer d'avoir une idée un diagnostic rapide, disons, de à quel point les élèves ont été affectés négativement d'un point de vue psychologique par le confinement. Et du coup, si tous les enseignants qui disent, OK, moi aussi, je veux pallier aux conséquences psychologiques du confinement, donc c'est un défi à venir dans des profs chercheurs. Et ils pourraient tous, du coup, essayer de poser exactement ces mêmes questions pour essayer tous de voir combien d'élèves ont ces problèmes, ont eu des problèmes et quelles sont les meilleures actions pour pallier à ces conséquences-là. On est aussi en train de, autant que possible, chercher du soutien institutionnel pour valoriser le travail qui est fait par les participants. Donc, donc, on a des enseignants qui ont participé sur les 22 heures de visioconférence à une dizaine, quinzaine d'heures de visioconférence. Et ce temps-là qu'ils passent, ils le font parce qu'ils sont motivés. Et comme j'ai dit en tout début, et, et donc, il y a de fortes chances que les enseignants se développent professionnellement en mettant en place cette démarche réflexive et collaborative et vis-à-vis de leurs propres pratiques. Et donc, le soutien institutionnel qu'on cherche, c'est essayer de valoriser par du temps de formation ou bien par du temps de travail pour les enseignants et pour les personnes qui participent. Et donc, c'est une démarche qui, donc, bien sûr, elle ne s'applique pas qu'aux défis du coronavirus, ça s'applique à tous les défis. Donc, les enseignants, quand j'ai l'occasion de partager avec eux, c'est généralement ça. Ils disent, ah non, mais aujourd'hui, non, là, j'ai un nouveau défi, c'est de organiser. Donc, avant le coronavirus, mon nouveau défi, c'est organiser la réunion avec les parents. Ou mon nouveau défi, bah, c'est gérer l'évaluation. Ah, maintenant, je veux enseigner et il faut que j'arrive à introduire des nouvelles lettres. Il faut que mon défi, c'est pour ces élèves en particulier qui sont pas encore autonomes en lecture, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec eux. Donc, ils marchent en cours d'année par succession de défis. Et en fait, si on mettait ces défis en commun, si on mettait les actions pour faire face à ces défis en commun, je pense que ce serait déjà un grand pas de fait pour faire face ensemble à ces défis. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment passionnante. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions maintenant. Pour essayer peut-être de préciser, parce que les questions que je me posais en vous écoutant, c'est, vous avez dit dès le début que bon, ce que vous faisiez était assez différent de ce qu'on peut appeler recherche-action. Et effectivement, on voit bien que c'est assez différent parce que les projets de recherche-action, ils se focalisent sur une thématique et en fait, c'est la plupart du temps un chercheur qui va travailler avec des enseignants sur où tout le monde travaille sur la même chose. Alors que là, on voit bien, comme vous disiez, qu'il y a plein de mini défis, plein de voilà, des choses différentes. Donc ça, c'est OK, on comprend la différence. En revanche, je me demandais, est-ce que vous faisiez une différence ou est-ce que vous aviez travaillé là-dessus par rapport à tout le modèle qu'on appelle le modèle du praticien réflexif, qui est un peu disons, la base, le modèle théorique qui est utilisé dans toute la formation des profs en France, hein, dans les INSPE, un modèle de Maurice Tardif et Lessard, hein, le
praticien réflexif, quoi. C'est-à-dire, je me demandais en quoi ce que vous vous appelez professeur-chercheur, c'est différent de ça, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête ou peut-être pas. Euh, et puis aussi, pareil, ce que je me demandais aussi un peu à des fins de clarification, c'est finalement le dispositif que vous mettez en place, en quoi c'est différent d'un groupe d'analyse de pratique, qui là aussi est quelque chose d'assez classique dans la formation des enseignants, notamment en France, mais pas uniquement. Par rapport à la différence par rapport au modèle de praticien réflexif et au groupe d'analyse de pratique, en fait, et ce dispositif, il est complètement inspiré de ces modèles-là, mais là où il va au-delà, c'est dans le fait qu'il permet d'accumuler des connaissances grâce aux traces structurées et réutilisables et facilement accessible. Donc, c'est plutôt par rapport aux outils qu'on utilise. Donc, c'est ce document collaboratif dont je vous ai parlé. Donc, c'est principalement ça. C'est vraiment le fait qu'ils permettent d'accumuler la connaissance parce que le nombre de groupes de réflexion, de pratique qui existent, qui se mettent en place et qui font des réunions qui durent plusieurs heures dans lesquelles ils partagent sur leur pratique, et c'est énorme, et malheureusement, après, ils partent et peut-être qu'il y a un rapport qui est perdu quelque part ou peut-être les apprentissages, ils restent uniquement dans la tête des participants et ils ne sont pas partagés. Et ils sont pas partagés d'une façon à ce qu'ils soient facilement accessibles. Donc, c'est là où on va un peu au-delà. Moi, le défi que nous avons à mener aujourd'hui, c'est ce que nous a mené cette crise, c'est la différence entre du présentiel et du distanciel. Et là, on est vraiment au cœur d'une pédagogie qui doit laisser un impact. Donc, ma question, c'est comment l'accompagner et comment en faire une force pour après? Parce que bon, actuellement, on est tous comme vous dites, dans des défis qu'on est en train de partager. Mais c'est un gros questionnement quand même actuel, en France en tout cas, c'est cet enseignement à distance, la pertinence de l'apprentissage par rapport à un prof qui est présent, et qu'est-ce qu'on peut en faire demain? Comment l'éducation devrait l'intégrer pour en faire un plus, une force par rapport à ça, et en sachant que c'est quand même une réelle difficulté actuelle. J'ai aucune réponse à cette question qui est très difficile. Mais l'idée, c'est l'idée de ce dispositif, c'est essayer d'accompagner les enseignants à eux trouver et les réponses qu'ils ont pour faire face à ce défi-là. Donc, on a dans le collectif a déjà partagé plusieurs défis qui sont en lien avec l'articulation entre le présentiel et le distanciel. Donc, si vous allez sur notre site internet et vous voyez les défis à venir, il y a en particulier un défi qui s'appelle le défi 24, comment articuler le présentiel et le distanciel d'un point de vue de l'équipe pédagogique. Comment articuler le présentiel et le distanciel d'un point de vue de l'enseignant, ça c'est le défi 25, et le défi 26, comment articuler et coordonner l'enseignement en présentiel et distanciel d'un point de vue des élèves. Et le défi 27, donc voilà, il y a plein de défis, comment articuler le présentiel et le distanciel d'un point de vue des parents. Donc, en tout cas, le collectif, il s'est déjà emparé de cette question-là. Ils ont déjà réussi à dire, en fait, ce défi-là d'articulation de présentiel et distanciel, il est à 4 niveaux. Une part, équipe pédagogique, comment entre profs, on peut mieux travailler et articuler présentiel et distanciel. D'autre part, enseignants, comment, peut-être ça prend le double de temps d'enseigner à distance. Et maintenant, je dois en plus de ça avoir des élèves en classe. Donc, comment je vais gérer ça? Et ensuite, d'un point de vue des élèves, donc il y aura des élèves qui seront présents, des élèves qui seront à distance, comment gérer le présence articulé entre les deux, et aussi d'un point de vue des parents qui, par exemple, il y a des fratries, il y a un des enfants qui va à l'école, l'autre qui reste à la maison, comment les parents peuvent gérer cela. Donc, je pense que du coup, je vous invite, si vous avez déjà des idées de choses que vous mettez en place pour faire face à ces défis-là, je vous invite à nous joindre, à partager les actions que vous mettez en place.
et aussi pour voir ensemble quels seront les résultats qu'on observe de cela et pour trouver aussi quelles sont les meilleures actions à mettre en place pour pallier autant que possible aux conséquences pédagogiques, psychologiques, professionnelles de tout cela. La question que je me posais, c'était comment vous faites pour alimenter au fur et à mesure la communauté sur des résultats déjà existants de la recherche sur tel ou tel défi. Je disais tout à l'heure, la vocation à la formalisation et au partage, c'était pour éviter que tout le monde ne réinvente le fil à couper le beurre. Est-ce que c'est important aussi d'apporter à tous ces collègues-là des choses qui existent déjà, dont on sait qu'elles ont déjà été travaillées, étudiées par ailleurs, pour peut-être leur faire gagner du temps et les aider à trouver des solutions encore plus pertinentes. Là, on essaie de voir comment inviter autant que possible des chercheurs à venir à cette démarche-là. Donc, en particulier, à identifier des défis pour lesquels ils savent déjà qu'il y a des actions qui marchent et avoir, tout comme on a le retour d'expérience de l'enseignant, on pourrait avoir aussi le point de vue du chercheur par rapport à une action donnée. Et le problème, c'est que je pense que le nombre de questions pour lesquelles on connaît des réponses venant de la recherche et le nombre de questions que se posent les enseignants ou les acteurs de l'éducation pour lesquels on connaît des réponses qui viennent de la recherche est assez faible. Et d'une part. Et d'autre part, j'ai peur que les chercheurs se mettent dans une position de prescription et de choses à faire plutôt que dans une position de, en fait, en gros, c'est la recherche, elle dit à peu près ça. Vous pouvez tester et dites-nous aussi dans le terrain comment vous faites en fait et quels résultats vous observez pour voir si ça confirme ou pas. Et non, voilà, je pense, j'essaie de réfléchir en ce moment. Et donc, si vous avez des éléments et pour nous aider à ça, donc sur comment on peut articuler cette collaboration entre chercheurs et praticiens et pour apporter aux praticiens des résultats qui viendraient de la recherche, je suis preneur parce que c'est un élément dans lequel je bloque à ce jour et je cherche la meilleure façon de le faire et je ne la trouve pas encore. C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on ait de bonnes réponses. Enfin, Laurent, tu pourras, Jean-Marie, qui était là aussi, on pourrait intervenir là-dessus, donner votre point de vue. C'est vrai que c'est pas évident, ce que tu dis est exact. C'est toujours difficile de trouver le bon niveau de collaboration. Ce que vous faites en matière d'organisation de la méthodologie me paraît déjà important. La question qu'on se pose, en tout cas moi je me pose aussi, c'est à quel moment on peut faire arriver cet apport-là ou cette nourriture intellectuelle-là auprès de praticiens pour leur permettre aussi d'élargir un petit peu leur point de vue, pour ne pas être que dans la solution à un problème, une solution locale à un problème local. C'est évidemment important et dans le cadre du développement professionnel, ça participe du développement professionnel à coup sûr, mais il y a des moments, on peut assez vite patiner. Enfin, même la communauté peut assez vite patiner. Et peut-être qu'un apport à ce moment-là, ça peut permettre de dépasser des blocages. Enfin, quand je dis blocage, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop comment avancer, quoi. C'est ça le blocage. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une bonne réponse. Je pense que de la part des chercheurs, il y a beaucoup d'humilité dans l'accompagnement pour pouvoir être là quand on a besoin d'eux, pour être dans la facilitation, donner de la fluidité peut-être, mais pas plus, parce que sinon c'est vrai que le risque, c'est qu'on bascule dans ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas, Laurent, comment tu vois ça? Enfin, pardon, Ignacio. Oui, vas-y, Laurent. Ajouter quelque chose là-dessus, parce que je parlais tout à fait dans ton sens, hein, Jean. Effectivement, si je reprends l'exemple des recherches-actions,
qui sont pour le coup quelque chose qui est assez documenté et sur lequel on a une antériorité. On sait que ce qui bloque souvent dans les recherches-actions, c'est l'articulation entre praticiens et chercheurs. Mmh. Chacun restant sur son mode, en gros, le praticien disant ah oui, mais vous êtes dans la recherche, vous ne comprenez pas le terrain, et le chercheur disant ah oui, mais la recherche dit ça et vous devriez faire ci, etc. Et puis voilà. Et donc, on sait que très souvent, des projets de recherche-action achoppent parce qu'on n'arrive pas à faire réellement bien travailler ensemble ces deux, voilà, ces deux professions professionnelles qui sont différents. Une des manières peut-être de dépasser ça, en tout cas des gens qui ont essayé de dépasser ça, moi c'est le modèle sur lequel j'essaie de travailler en tout cas maintenant, c'est ce qu'on appelle recherche orientée conception. Et quand on est dans de la recherche orientée conception, justement l'objectif c'est que les praticiens et les chercheurs soient engagés dans un but commun qui est de concevoir quelque chose, de designer quelque chose. Et où donc on ne met pas d'un côté la pratique, de l'autre la théorie, quoi, pour le dire vite. Mais pour le coup, c'est un défi en soi, hein. C'est sûr que faire travailler voilà, ensemble des chercheurs et des profs, on sait, c'est pas évident, j'en sais très bien aussi, ouais, c'est Et pas évident. donc, si je peux rebondir par rapport à ça, en effet, je pense que la distinction entre les chercheurs et les profs dans l'éducation, c'est et les profs, ils s'intéressent au comment je peux faire ceci, et alors que comment je peux atteindre cet objectif, alors que les chercheurs, ils s'intéressent plus au pourquoi. Et pourquoi est-ce que ceci arrive? Et donc, j'ai l'impression en effet que du coup, il faut trouver le bon endroit pour réussir à articuler et à faire que les chercheurs puissent nourrir les enseignants. Mais aussi, je pense qu'il est possible d'avoir une relation gagnant-gagnant. Donc, que ce soit pas que le chercheur qui nourrisse les enseignants, mais aussi les enseignants qui nourrissent les chercheurs de données. Et par exemple, si un chercheur il a envie de s'emparer d'un défi et de dire, bah, en fait, le défi sur les conséquences psychologiques dues au confinement, ça m'intéresse beaucoup et je pense que c'est ça les choses qu'il faudrait mesurer. Mais ça m'intéresse de voir aussi, d'une part, qu'est-ce que vous faites dans vos classes et d'autre part, et qu'est-ce que vous observez comme résultat. Il pourrait avoir peut-être une relation donnant-donnant. Et si on arrive bien sûr à articuler cette relation. Et là, c'est ça, oui, à condition, là, la recherche-action le montre aussi, à condition d'avoir un cadre, un contrat très clair. C'est-à-dire que pour être gagnant-gagnant, il faut que si le chercheur est intéressé par un défi et par les données qu'il peut recueillir grâce au travail des praticiens, tout le monde participe au travail de recherche. Et que la publication, par exemple, ne se fait pas que sur le nom du chercheur. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, donc juste avant qu'on commence la visioconférence, j'ai mis à jour l'onglet équipe du site internet où j'ai mis les profs qui participent. En tout cas, ceux qui ont participé à plus de 3 des visioconférences et du coup, qui ont gagné le label équipe, disons. Pour la pédagogie ludique, moi qui ai travaillé sur un peu les exercices oulipiens, donc j'ai dû, si vous voulez, intégrer cette pédagogie-là dans mon enseignement quand j'étais professeur du secondaire. Donc c'est pas les petites classes, mais j'aimerais savoir s'il y a possibilité de l'intégrer même au niveau de l'université, comme je dis, pour varier l'offre éducative à l'université, parce que surtout dans tout ce qui est FLE, tout ce qui est FLS, tout ce qui est langue étrangère, dans l'apprentissage des langues étrangères, français langue étrangère par exemple, est-ce que ça serait pas une bonne idée d'intégrer la pédagogie ludique en université pour motiver justement les apprenants, les stimuler à apprendre rapidement et dans la bonne humeur, surtout une langue étrangère. J'ai pas vraiment de réponse à la question, mais en tout cas, le plus important, c'est que si vous avez l'occasion, vous ou quelqu'un que vous connaissez, de tester cela, de tester l'enseignement par une approche ludique, et même à l'université,
il serait intéressant de voir si en effet ça marche ou ça ne marche pas. Donc peut-être que ça peut marcher dans certains cas, peut-être que ça peut mieux marcher pour une matière ou pour une autre, pour une discipline ou pour une autre. Donc il serait intéressant de voir en effet les résultats. On a vu effectivement combien les enseignants apportaient des réponses aux défis qu'ils ont. Est-ce que cela change la gouvernance et le management des établissements scolaires? Est-ce que vous avez remarqué cela? Et est-ce qu'il y a également des directeurs, par exemple, là on a parlé des chercheurs, est-ce qu'il y a des directeurs, par exemple, qui intègrent également les équipes ou bien est-ce que ça reste entre enseignants uniquement? Non, il y a aussi des directeurs qui intègrent la démarche et qui invitent. Donc, c'est assez intéressant pour l'instant. On est dans une snowballing, donc en gros, c'est effet boule de neige. Donc, des gens invitent des autres qui sont volontaires. Et donc, au début, on n'avait que des enseignants. Et ensuite, des enseignants, ils ont invité leur directeur qui a invité des enseignants de l'école et des enseignants qui ont invité leur conseiller pédagogique, donc leur supérieur hiérarchique dans cette hiérarchie de l'éducation nationale française, qui eux ensuite, ils ont invité d'autres conseillers pédagogiques et qui ont invité d'autres enseignants. Donc il y a une démarche d'effet boule de neige qui saute d'un niveau à l'autre de la hiérarchie et qui est assez intéressant. Après, par rapport aux effets que ça a sur la gouvernance au sein d'une école, ça, j'ai pas vraiment donné. Et je sais qu'il y a il y a par exemple une directrice d'école qui, elle, avec ses collègues, organise dans son côté et des réunions pour essayer de lucider les défis, les actions et les retours d'expérience. Et ensuite, elle vient à nos réunions et elle apporte tous ces éléments-là en porte-parole de son école. Tout à l'heure, tu disais, Ignacio, que pour passer à l'échelle, vous comptiez sur le fait d'une modélisation d'animation. En fait, qu'à partir du moment où on modélisait l'animation de la communauté, on pouvait espérer que des membres de la communauté puissent animer à leur tour des sous-communautés, des communautés plus petites, etc., etc. Enfin, c'est voilà, le schéma est là. Et là, à un moment donné, tu as parlé aussi dans ce qui restait à faire, la reconnaissance, enfin, la valorisation par l'intégration dans le temps de formation ou dans le temps de travail. Donc, il y a un passage à l'institutionnalisation en quelque sorte. Et c'est la question que je me pose parce que on a vu quand même assez couramment qu'à chaque fois que quelque chose naissait en dehors de l'institution stricte, de l'institution éducation nationale, parce que tu n'es pas complètement à l'extérieur, mais tu n'es pas complètement dedans, tu es dans l'enseignement supérieur, pas dans l'enseignement scolaire. Et à chaque fois que quelque chose naît à l'extérieur et est récupéré, entre guillemets, par l'institution, il y a assez vite une sorte de fuite des membres, ou en tout cas assez peu d'adhésion, parce que justement ça devient institutionnel et quasiment obligatoire ou quelque chose comme ça. Ça fonctionne bien sur la base du volontariat, ça fonctionne bien quand on est relativement en dehors de l'institution. Et donc il y a là aussi, comme tout à l'heure, dans la relation entre les chercheurs et les enseignants ou les cadres, il y a un juste milieu à trouver entre si ça devenait institutionnel, alors il faut que l'institution accepte de lâcher prise et ne cherche pas absolument à contrôler ce qui se passe et à organiser ce qui se passe. C'est-à-dire à laisser vivre la communauté, la grande communauté avec toutes les micro-communautés à l'intérieur, éventuellement facilite la mise en œuvre, encourage les enseignants à participer, mais ne cherche surtout pas à contrôler ce qui se passe dedans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. À chaque fois qu'on a ça, et c'est la difficulté souvent de la mixité des publics, quand on a par exemple un public d'enseignants, alors enseignants, directeurs, conseillers pédagogiques, ça pose pas de problème. Ils sont tous enseignants, pratiquement. Mais dès qu'on a des IEN ou trop d'IEN, quand on a des enseignants du second degré avec des inspecteurs de discipline, par exemple, même si les inspecteurs ne souhaitent pas particulièrement jouer un rôle de contrôle ou de contrôle de légalité, peu importe, leur seule présence souvent pose problème. Donc voilà, j'ai pas de réponse, j'imagine que tu n'en as pas non plus, mais en tout cas c'est un point d'attention et c'est un
un regard porté sur votre expérience parce que là, elle naît, elle démarre et ça sera intéressant de la regarder grandir pour voir un petit peu comment ça évolue sur ce point-là. Oui, donc j'en suis conscient et aussi j'ai peur de ça. Mais, mais je pense que bah, il faut trouver je pense il faudra trouver les moyens de. Le truc, c'est que c'est bête, c'est triste que ce soit comme ça, parce qu'en fait, quand on parle avec des inspecteurs aussi, leur objectif, c'est essayer d'améliorer l'éducation. Quand on parle avec, moi, j'ai pas eu l'occasion de parler avec le ministre, mais si je parlais avec lui, je pense que son objectif aussi, c'est d'améliorer l'éducation, etc., etc. Donc, tout le monde à leur niveau et on a le même objectif. Et malheureusement, on a un système en France, qui est un peu trop hiérarchique et qui crée ces barrières, alors que s'il y avait des règles du type, il faut pas être là pour, en tout cas, je sais pas quelles sont les règles à inventer, mais il faudrait inventer des règles pour il y ait pas ce problème-là. Et peut-être aussi, on essaie de voir comment valoriser les enseignants par ce travail-là. Donc déjà, j'ai réussi à les mettre dans le onglet équipe du site et je pense qu'ils sont heureux de sentir qu'ils sont membres du CRI. Et d'ailleurs, en fait, je m'excuse parce que j'aurais dû mettre aussi dans mes slides l'onglet équipe avec les profs, mais comme je vous dis, ça a été fait 3 minutes avant le début de la présentation. Et donc, il faut trouver les moyens pour valoriser les enseignants, pour qu'ils veuillent participer, pas que parce que ça fait partie de leur formation, mais aussi parce que en fait, ils sont en train de se développer et ils sont orgueilleux, ils sont heureux Oui, de oui, oui. participer à ça. Oui, ça c'est une vraie question, effectivement, la question de la valorisation et de la reconnaissance au niveau des projets européens et de l'Europe. On est effectivement très attentif à cela et on sait qu'effectivement, quel que soit le projet, voilà, c'est vraiment une question. Et effectivement, la fierté dont vous parlez là des enseignants peut jouer et la liberté qu'ils ont effectivement dans votre organisation. J'ai 2 questions. La première est plutôt interne au CRI. Le CRI a toute une série de projets, dont un auquel j'étais quelque peu associé, qui est le projet des Saventuriers. Et je me demande dans quelle mesure votre projet est indépendant, récupère ou prend en compte ce qui a déjà été fait dans le projet des Saventuriers, hein, qui, sous beaucoup d'aspects, a une philosophie très semblable à la méthodologie que vous venez de présenter et qui est vraiment, vraiment excellente. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est dans le prolongement de celle de Jean et de Laurent, qui me tracasse beaucoup. C'est celle des enseignants-chercheurs dans les universités ou dans les labos de recherche. Si je prends l'exemple de mon pays, récemment, il y a 123 chercheurs en sciences humaines qui ont fait une carte blanche dans un grand journal en Belgique, en disant par exemple qu'actuellement la crise épidémique du coronavirus était essentiellement gérée par des chercheurs, tous pratiquement issus du giron de l'épidémiologie, de la virologie, des choses comme ça, alors que cette pandémie présente toute une série de dimensions très importantes qui sont celles qui sont traitées par des chercheurs en sciences humaines. Et donc, on assiste à un mouvement, me semble-t-il, un peu ambigu de la part des chercheurs, en se disant, attention, on est en train de négliger certains champs de recherche au profit de certaines autres. Et d'un autre côté aussi, on assiste à une autre attitude ambiguë chez les chercheurs qui consiste justement, sous prétexte de neutralité axiologique, comme disent les sociologues, sous prétexte de distanciation, sous prétexte d'objectivité, de neutralité et de beaucoup d'autres raisons de ce type-là,
ne veulent pas s'engager. Donc, il y a ici une ambiguïté entre une volonté de s'engager et une volonté de ne pas s'engager. Et je suis un peu étonné, comme sans doute Jean, de ne pas voir beaucoup de chercheurs, me semble-t-il, s'impliquer dans votre projet. Il faut dire que la problématique de la reconnaissance des chercheurs qui passe essentiellement, actuellement en tout cas, dans le publish ou perish, de publier ou périr, et publier ou périr pas dans n'importe quelle revue scientifique, empêche carrément ceux qui ont une obsession de la carrière de s'impliquer dans des projets comme le vôtre. Et donc ça me tracasse beaucoup au point que Emmanuel Anotte de l'Université de Rouen et moi-même allons organiser un symposium lors du prochain REF en 2021, Réseau Éducation et Formation, se poser la question vraiment de l'engagement du chercheur en sciences de l'éducation ou des chercheurs qui ont comme objet l'éducation ou la formation sur cette problématique de l'engagement et sur les répercussions, notamment sur la carrière du chercheur actuellement, qui est essentiellement basée sur des carrières qui n'ont rien à voir avec les objectifs que vous semblez défendre, alors qu'il me semble, ces objectifs me semblent si louables. Pour répondre à la première question concernant le lien avec les aventuriers, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, le aventurier, c'est un dispositif similaire à la main à la pâte dont j'ai parlé au début de ma présentation, qui vise à accompagner des classes à mener un projet scientifique et sur des domaines divers et variés, mentorés par des chercheurs, par exemple, des classes qui pourraient s'intéresser au climat et du coup qui font un petit projet de recherche sur le climat qui dure tout le long de l'année. Et puis, il y a un chercheur en climatologie qui peut suivre cette classe et les accompagner. Et donc, il y a beaucoup de parallèles et même hier soir, je parlais avec François Tadé au téléphone sur ça d'ailleurs. Et donc, nous, c'est un peu aussi comme un dispositif des aventuriers dans lequel on invite un collectif d'enseignants à devenir des chercheurs en sciences de l'éducation ou à faire de la recherche en sciences de l'éducation. Et du coup, ça fait un peu un pont avec ce que je dis, avec votre deuxième question. Et l'idée, ce serait qu'ils puissent être mentorés par des chercheurs en sciences de l'éducation pour les accompagner à mieux observer leur classe, à mettre en place des petits protocoles expérimentaux dans leur classe pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de ponts à faire. Donc, il y a un pont qui va un peu plus loin encore. C'est donc là, le CRI veut lancer des nouveaux projets aventuriers qui seraient les aventuriers de l'apprendre. Donc, comment on invite les classes et les enfants à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre. Et une idée de François serait en fait de proposer aux enseignants profs-chercheurs d'inviter à leurs propres élèves à suivre cette même démarche de quels sont les défis pour apprendre, quelles sont les actions que je mets en place pour apprendre, quels sont les résultats observés. Et donc, il y a beaucoup d'articulation d'un point de vue méthodologique, aussi au niveau des communautés, et à imaginer et à mettre en place. Et je pense qu'on va pas mal avancer dans ce sens-là, dans les mois qui viennent. Et par rapport à votre question sur le problème d'engagement des enseignants, des chercheurs, et dans le problème de l'éducation, donc, et j'ai essayé donc, j'ai présenté ça dans le début de ma présentation, et comme présentation personnelle, mais aussi, moi j'ai un engagement personnel assez fort sur l'amélioration des conditions d'éducation. Et donc moi, je viens du Chili, en Amérique du Sud, où le système d'éducation est malheureusement extrêmement inégalitaire, et aussi on n'a pas l'argent
pour payer une bonne école, bah, on n'arrive pas très loin dans la vie. Et c'est assez impressionnant parce que et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu me financer une école française au Chili. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici, maintenant, en France. Et, du coup, j'ai passé, du coup, il y a eu 15 années de ma vie où tous les jours, je suis allé à l'école et j'ai appris des choses. Et à la fin de la scolarité, ben, je savais parler anglais, français, espagnol et j'avais un bon niveau en maths, en tout cas, et par rapport à des amis chiliens qui, eux, allaient à l'école publique et qui aussi, pendant 15 ans, tous les jours, ils sont aussi allés à l'école et qu'en fait, à la fin de l'école, déjà, ils savaient pas parler anglais ni français, donc espagnol, et ils avaient un niveau en maths qui était bien plus faible que le mien. Donc, donc moi, mon engagement pour faire de la recherche en sciences de l'éducation, elle vient d'un engagement aussi personnel de comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Et je ne sais pas quel est l'engagement des chercheurs en sciences de l'éducation pour faire de la recherche en éducation. J'espère que c'est le même. Et si c'est le même, malheureusement, le système ne leur permet pas, à cause du publish or perish ou bien d'autres choses, ne leur permet pas ou bien aussi la précarité de la recherche, des financements pour la recherche en sciences de l'éducation, ne leur permet pas de mettre en place des projets et plus et disons risqués ou plus proches de la pratique, dans lequel on n'aura pas forcément des résultats qui soient publiables dans des belles revues. Et moi, pour l'instant, ce que je fais, je sais qu'un jour je vais le publier. Je tiens à le publier, mais c'est pas vraiment. Aujourd'hui, c'est pas ma priorité de le publier. Je sens qu'en ayant publié un site internet, c'est déjà pas mal. Et j'espère que la communauté de recherche pourra valider, en tout cas comme un travail de recherche, ce que je suis en train de faire, même si c'est pas publié dans telle ou telle revue. Et aussi, on a la chance au CRI. Donc, le CRI, c'est une institution dans laquelle j'ai beaucoup de chance d'y être parce que il me donne des moyens pour mettre en place ces projets que rares départements de sciences de l'éducation ont. Et c'est des moyens qui sont similaires à des départements en recherche en médecine ou en biologie qui, par rapport aux sciences de l'éducation, sont très avancés. Donc aussi, je dois dire que en plus de mon engagement, en plus du fait que j'espère que ce que je suis en train de faire soit valorisé, même s'il n'est pas publié dans une revue scientifique. Et en plus, j'ai la chance d'être dans un laboratoire qui me donne la possibilité de faire ça et qui eux, ils vont pas être regardants sur mon nombre de publications. Je vous comprends très bien. Pour avoir dirigé pas mal de thèses de Chiliens et pour avoir travaillé au Chili, je vous comprends très très bien. Vous avez effectivement la chance d'être dans une institution remarquable, bien financée, avec un responsable vraiment extraordinaire. Moi, je suis soucieux de tous ces chercheurs dans des institutions de sciences de l'éducation ou autres qui ne peuvent pas se permettre d'avoir cet engagement personnel là. Et ça, c'est une chose qui me tracasse vraiment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons beaucoup remercier vraiment très chaleureusement Monsieur Attal pour ses apports vraiment passionnants, bon, qui vont nourrir à la fois notre réflexion du projet Ange, mais la réflexion de tous les collègues qui sont là, et donc dans des organismes très différents, chacun. Voilà, et puis merci également à tous les participants pour ces échanges très, très, très intéressants, très riches.